ne suis pas Maë. Maë, c'est la personne qui devait vous faire cette keynote aujourd'hui et qui, il y a moins de 48 heures, m'a donné un test positif au Covid. Donc, il n'est pas présente parmi vous aujourd'hui. Ceci étant dit, il y a 48 heures, du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait comme plan B? Et on s'est dit, qui mieux pour vous donner des leçons sur l'éthique qu'un homme blanc, hétérosexuel, marié, père de 2 enfants? Donnez-moi 10 ans de plus et des cheveux gris, et je pense qu'on est dans le cliché le plus total. Donc ça, c'était mon moment autodérision pour vous justifier ma présence. Dans cette introduction, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de l'IA au sens large à l'épreuve du public. Et on va voir quel lien on va mettre avec la thématique d'aujourd'hui. Commençons par, vous vous en doutez, une définition générique de l'éthique, d'après notre ami Wikipédia. Une discipline philosophique portant sur les jugements moraux et dont le concept est très proche de celui de la morale. C'est une réflexion fondamentale de tout peuple afin d'établir ses normes, ses limites et ses devoirs. Avec ça, vous êtes bien content. Donc on a demandé à ChatGPT de nous faire une définition de l'IA éthique. Alors forcément, quand on demande à ChatGPT, il nous fait un bloc de 3 pages. Donc on recommence, on dit raccourci, raccourci encore, et on arrive là. L'éthique en IA guide l'utilisation responsable, équitable et respectueuse des modèles d'intelligence artificielle. Je pense qu'on commence à tenir un truc qui est pas trop mal. Et ça, du coup, ça va être un peu le fil conducteur de toute l'après-midi. On va voir comment est-ce qu'on met en application, par des cas concrets, une notion d'éthique dans l'IA. L'éthique dans l'IA, ça se situe où? Globalement, quand on voit l'éthique ici, dans cette schématisation, on parle d'éthique de robots, d'éthique des machines. Mais en fait, ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est qu'il faut le penser de manière beaucoup plus large. Beaucoup plus large étant éthique dans le sens de l'informatique, mais aussi un sens plus philosophique de l'éthique. Donc on vous invite à avoir une pensée plus large par rapport à ça. Aujourd'hui, on est sur un moment un peu charnière autour de l'IA. Alors, je n'ai pas envie de faire un talk uniquement sur ChatGPT et l'IA générative. Je vais quand même en parler parce que ça aura de l'impact pour la suite. Donc l'IA aujourd'hui, c'est un outil qui fascine. Qui fascine dans quel sens? Aujourd'hui, les ChatGPT et compagnie mettent l'IA et l'ILM à portée de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut poser un certain nombre de questions. On peut poser demander des débats philosophiques. On peut, grâce à des outils comme Stable Diffusion, nous donner des skills de design qu'on n'aurait pas. Et donc, grâce à ce type d'outils, on a amplifié nos notions de créativité. Mais on peut en faire bien plus encore. On a des technologies autour de la voiture autonome, autour de la détection de la fraude bancaire, etc. Il y a énormément d'applications. Sauf que tout ça, ça a un coût. Ça a un coût qui commence à peser sur les consciences et sur le collectif. Rien qu'un entraînement d'LLM, c'est 5 fois plus d'émissions qu'un Américain moyen. On parle d'un Américain moyen, pas d'un Allemand moyen. Donc du coup, on est quand même sur quelque chose qui attise la conscience. Rien que de poser une vingtaine, entre 20 et 50 questions à ChatGPT, c'est un demi-litre d'eau. Tout ça, ça fait poser un certain nombre de questions. Au point de se rendre compte que l'IA commence à faire peur. Super animation. L'IA fait peur dans l'esprit collectif. Aujourd'hui, on est entre sachant de la data, on va dire. Sauf que le grand public, il y a beaucoup de choses qui sont autour de l'imaginaire collectif que c'est en train de générer. Quand on voit ce type de schéma, déjà moi en tant que pas trop bête sur la data, ça me fait un peu flipper. Dans le grand public, on se dit waouh, ça commence à devenir sacrément impressionnant. Presque c'est un argument de vente pour ceux qui produisent ces modèles. Mais en fait derrière, il faut aussi se poser la question de l'impact que ça a et dans la conscience collective de ce que ça représente. On a aussi énormément de sujets autour de l'origine incertaine des données. Quand François vous a parlé de notre super application Photobooth, c'est un POC interne. Le jour où on va devoir penser à le mettre en production et à l'usage du grand public, on va devoir se poser la question de comment est-ce que le modèle il a été entraîné, avec quelles données il a été entraîné, comment est-ce que je stocke et j'utilise les données des photos que vous utilisez. Rassurez-vous, il n'y a rien qui est stocké dans les données de l'application que vous êtes là. Mais du coup, il y a un certain nombre de considérations que, by design, il va falloir se poser d'un point de vue éthique dans la manière dont on conçoit nos algorithmes de demain. Quand je parle d'imaginaire collectif, j'insiste sur un point, c'est qu'il y a une sorte presque d'effet Skynet. Skynet, c'est l'IA dans Terminator. En fait, dans la conscience collective, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait déjà des dizaines d'années qu'on a cette image de l'IA
robot démoniaque. Et il y a beaucoup de choses dans nos communications, dans les choses qu'on se raconte, qui font amplifier cet effet. Et là, c'est là qu'on entre en jeu, qu'on a un impact vraiment surdimensionné et un potentiel énorme en tant qu'acteur de la data. Donc cet effet Skynet, il est vraiment présent et grandissant, à tel point qu'on a ce type de problématique où une personne qui n'est pas contente de ce que le robot lui raconte se met à la tabasser le robot violemment. On se dit, ok, ça peut être un cas isolé. Mais non, vous ne vous rendez pas compte du nombre de personnes qui ont soutenu cette dame. Parce qu'il y a énormément de poids dans la conscience des gens sur ce que représente cette personnification de l'IA. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va parler de l'IA IRL, comme les gamers disent, en in real life. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a énormément de choses qui se créent. Je ne vais pas vous faire un listing non plus surdimensionné, mais on va avoir des applications de diagnostic médical aidées par l'IA. On va avoir des boîtes qui permettent, ça c'est une boîte française d'ailleurs, qui fait la détection anticipée de feux de forêt. On va avoir des applications pour prévoir et anticiper le cyberharcèlement. Il y a énormément de choses positives, heureusement. Et d'où on a un impact énorme là-dedans. Derrière l'IA, il y a de l'humain. Derrière l'IA, c'est nous tous. Il y a énormément de choses qu'il faut savoir faire, qu'il faut savoir dire et qu'il faut savoir choisir. Et là, nous, on va avoir un impact énorme dans l'entraînement de nos modèles, dans les données qu'on choisit. Parfois, quand on fait un petit projet perso, on ne sait pas trop d'où viennent les données, mais on se dit, bon, c'est pas grave, ça passe. Bah non, ça passe pas. On se pose la question. Et il y a énormément de régulations à mettre en place. On va en parler énormément dans les prochains talks, juste pour les passer rapidement en revue. Il y a des régulations qui sont en cours et qui vont venir dans les gouvernements. Il en faut aussi dans les entreprises. On va commencer à parler de labels, on va commencer à parler de pratiques de culture autour de l'IA éthique au sein de l'entreprise, mais aussi à l'échelle de l'individu. Bien sûr, l'individu lambda va l'utiliser tel qu'il le perçoit, tel qu'on lui met entre les mains. Mais il y a une conscientisation et il y a beaucoup de sujets d'un point de vue individuel qu'il faut poser et mettre entre les mains des grands utilisateurs, de la grande masse d'utilisateurs. Et il y a un dernier acteur, on en a parlé dans l'introduction, on a un enjeu majeur dans ce qu'on produit comme contenu et dans la manière dont on le diffuse. Tout à l'heure, le Talk de Brut va en parler beaucoup mieux que moi. Et ça, c'est des vrais titres de journaux. Forcément, ça continue d'alimenter cette conscience collective et cet imaginaire collectif autour de la personnification négative de l'IA. Donc nous, notre enjeu, et s'il y a une slide que vous devez retenir, c'est celle-là, c'est d'établir une perception réaliste de l'IA. Ses conséquences, potentiellement négatives, mais aussi son potentiel, la manière dont on peut l'utiliser correctement. Et là, j'arrive à boucler sur l'éthique, parce que c'est quand même un lien. Il y a une personne que j'admire beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Cassie Kozyrkov, je n'ai pas écorché son nom. Dans une keynote récente, elle a expliqué que ces révolutions actuelles autour de l'IA, ce n'est pas une révolution technologique, ce n'est pas une révolution d'IA. Le Transformer, ça fait 6 ans que le papier existe. C'est une révolution de design. Aujourd'hui, l'IA est entre les mains de l'utilisateur final qui tweak directement une IA. Elle n'est pas en train d'utiliser une interface dans laquelle il y a une IA qui est cachée. On joue directement avec l'IA. Donc ça veut dire que le grand public, maintenant, a une envie et a besoin d'être rassuré sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça a un impact sur non seulement l'IA générative, mais l'ensemble des modèles d'IA qu'on est en train de créer. Parce que maintenant, les utilisateurs, plus que jamais, ils veulent savoir ce qu'il y a derrière. Ils veulent savoir à quelle sauce ils sont mangés, entre guillemets. Et donc là, c'est là que les retours d'expérience qu'on aura cet après-midi seront primordiaux. Et une autre personne que j'admire, c'est Maë, qui aurait dû être là pour vous présenter cette présentation. Et ça fait un parallèle intéressant, parce que la manière dont Maë aurait présenté cette keynote n'est pas celle dont je vous ai présenté aujourd'hui. Et peut-être que vous avez eu un a priori positif ou négatif, j'en sais rien, sur le fait que ce soit moi qui présente. Les contenus, il est le même. Je n'ai pas changé une seule slide, sauf la photo. Donc ça veut dire qu'on peut faire un parallèle avec nos algorithmes. La manière dont on va interpréter les données en entrée, les données en sortie, la manière dont on va concevoir les choses, c'est forcément dépendant de l'humain. On va beaucoup parler d'algo, mais je pense qu'on va aussi parler des people qui sont derrière l'IA, des équipes qu'il faut monter avec la plus grande diversité possible pour qu'en fait, ensemble, on construise quelque chose qui soit durable et responsable. Du coup, moi, le message que je vais vous faire passer, c'est
alors on est data practitioner, on a une responsabilité dans les algos qu'on va mettre entre les mains d'un utilisateur. Mais moi, le message que je vais vous faire passer, c'est que c'est une opportunité. Parce qu'on a parlé énormément de cet imaginaire collectif, mais en fait, on est dans un moment historique où on a la possibilité d'impacter positivement la société au sens large. Et là, du coup, moi, c'est quelque chose qui m'excite. Et j'espère que vous aussi. Et là, maintenant, moi, je vous ai parlé de grands concepts, c'est super. Je vais laisser la main à toutes ces belles personnes qui auront la lourde tâche de vous montrer comment est-ce qu'on fait ça concrètement, en toute humilité et en toute transparence de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va et comment on réfléchit à la question. Donc je suis très fier d'avoir toutes ces personnes aussi représentatives de différentes industries, de différents instituts, pour qu'après vous repartiez avec de l'activable. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi.